Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous retrouvent pour cette deuxième journée de Futurapolis Planète. Merci à vous, cher public, d'être présents en chair et en os. Je ne sais pas si on dirait encore en présentiel au Quai des Savoirs. Je rappelle le thème qu'on a retenu pour cette 11e édition, la vie devant nous. Autour de ce thème, on a réuni des témoins, des acteurs du monde de l'entreprise, de l'art, du milieu associatif, pour échanger, partager leur foi dans le progrès et la capacité de l'humanité à s'adapter. Cette année, on introduit aussi une nouveauté grâce au travail et au talent de Loïc Rivalin, journaliste programmateur de Futurapolis Planète. Vous allez voir autour de vous, vous le voyez à l'instant, des illustrations qui défilent. Au cours de ces 3 jours, 1000 images vont illustrer les 27 tables et sujets de Futurapolis Planète cette année. Et ces images ont une petite particularité. Elles n'ont pas été dessinées ou créées par des humains, mais par une intelligence artificielle qu'on a nourrie avec les thèmes de nos tables rondes. Et voici les résultats qu'elle nous propose. Je ne sais pas si c'est un futur apocalyptique ou sympathique. En tout cas, c'est la vision de la machine programmée par des humains. Alors c'est parti pour notre première session de la journée avec un sujet ô combien important. Quand on est toulousain, c'est celui de l'aéronautique. L'avion est-il le coupable idéal du changement climatique? Alors faire Paris-Naples pour le week-end pour moins de 100 €, difficile de résister, sauf qu'il est désormais très dur de taire l'impact environnemental de l'aviation civile à l'heure des compagnies low cost et du tourisme pour tous. Certaines voix s'élèvent d'ailleurs et proposent de taxer lourdement les billets d'avion, quitte à priver certaines catégories de la population de voyages longue distance. Dès lors, comment faire? Entre privation, innovation technologique et choix politique, l'avion est plus que jamais au cœur des débats. On va en discuter dans quelques instants lors d'un échange modéré par Mathilde Gardin, qui est rédactrice en chef numérique au Point. On aura le plaisir d'entendre François Gémen, chercheur et co-auteur du dernier rapport du GIEC, et Jules Langard, qui est élève ingénieur à l'École nationale de l'aviation civile, spécialisée en avionique. Et tout de suite, histoire de planter le décor, vous voyez ce jeune homme fringant qui piaffe, qui est à côté de moi, et que j'accueille, c'est Joseph Carle, maire de Blagnac et vice-président de Toulouse Métropole, qu'on peut applaudir. Et qu'on a fait venir, histoire de planter le décor, avec... oui, alors Blagnac au premier chef, on est vraiment concerné. Finalement, c'est une question assez fondamentale, Joseph Carle, comment Toulouse va accompagner cette fameuse décarbonation de l'avion? Alors, bien sûr, la décarbonation, je crois qu'il faut quand même préciser, c'est pour ça que j'ai une fiche, préciser que la décarbonation, elle a commencé entre les années 60 et aujourd'hui. Par exemple, la consommation a baissé de 80%, les émissions ont baissé de 50%. Ce n'est pas suffisant. Et donc, notamment sur le pôle de Francazal, puisqu'on a créé là-dessus un campus, le campus de Francazal est destiné à travailler sur les nouvelles énergies, et notamment ces énergies, et en particulier l'hydrogène. Mais pas que. On a aussi, et on le voit, une société qui est tout à fait innovante, qui s'appelle Aura Aero, qui fabrique, qui construit l'avion électrique. Un avion 100% électrique ou des avions hybrides. Donc la décarbonation dans l'aéronautique, elle est partie. Et pour fréquenter de façon régulière les ingénieurs ou les décideurs de cette filière aéronautique, je peux simplement signaler qu'ils sont véritablement extrêmement déterminés pour avancer sur cette décarbonation. Alors on ne peut plus faire effectivement comme avant, on doit quand même un petit peu changer, c'est-à-dire qu'on doit dédier l'avion à des distances particulières et essayer d'avoir d'autres types de déplacements sur des distances plus courtes. Comment on fait? Alors effectivement, je pense que notamment les moyens courriers, quand on regarde le renouvellement de la flotte, parce qu'il faut refaire les avions, je pense que sur les courtes distances, on aura ou de l'avion électrique, mais il ne faut surtout pas utiliser l'avion qui peut consommer des énergies non renouvelables quand on est sur des moyennes distances. Donc oui, il va y avoir, je pense, une révision complètement de l'usage de l'avion. Mais dire qu'on va supprimer l'avion, je crois qu'on va voler. Enfin, nos amis qui sont dans la salle, ils ont des enfants et demain, leurs enfants, ils vont faire leurs études en Australie, au Canada, aux États-Unis. Il faut bien qu'ils puissent se déplacer. Donc l'avion est absolument nécessaire, mais c'est vrai qu'il faut que l'avion soit aujourd'hui dans une démarche qui est une démarche environnementale et qui prenne en compte cette transition.
Alors, comme on a intitulé cette table en se demandant si l'avion est le coupable idéal, est-ce que vous vous sentez coupable à Blagnac? Ah, c'est une bonne question. Non, moi je suis très très fier d'être le maire de Blagnac, très très fier. Très fier aussi de porter et d'accompagner le développement aéronautique. Et je le disais tout à l'heure, pas coupable, pourquoi? Parce que quand je travaille avec les équipes d'Airbus notamment, mais pas que, d'ATR aussi, on sent une vraie volonté. Et ce ne sont pas des gens qui disent ah ouais, mais bon, l'émission de CO2, ça ne nous intéresse pas. Non, il y a une très très forte sensibilité de la part des ingénieurs. Ils sont comme vous et moi. C'est-à-dire qu'eux aussi, avant d'être ingénieurs, c'est des femmes et des hommes. Ils ont cette conscience-là et ils s'investissent énormément. Donc, non, je crois que l'avion bashing, il faut arrêter. L'avion, d'abord, c'est notre ADN sur le territoire. Et je pense qu'il faut le privilégier tout en continuant à leur demander de poursuivre les efforts pour arriver à l'avion décarboné. Merci beaucoup, Joseph Carle. On vous Merci. applaudit. Merci à vous. Le débat continue tout de suite avec François Gémen et Jules Langeard. Il est modéré par Mathilde Gardin. À tout de suite. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, l'avion est-il le coupable idéal du changement climatique? Donc oui, l'avion, le sujet qui déchaîne les passions, l'avion qui est quand même à l'origine, qui est du rêve, de l'espoir, mais qui est un peu dans la tourmente aujourd'hui à l'heure de la transition écologique. Donc ma première question, peut-être François Gémen, merci d'être avec nous. Mais merci pour l'invitation. C'est donc le titre de cette conférence, donc volontairement un petit peu punchy. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc le coupable idéal, coupable évident. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'avion fait figure, avec sans doute la voiture et en particulier les SUV, fait un peu figure du symbole et de l'incarnation du changement climatique. À la fois, évidemment, parce que la consommation d'un avion reste considérable et que c'est un moyen de transport qui est très lié au pétrole et qui n'apparaissait pas évident à décarboner, même s'il y a des progrès technologiques récents qu'il faut s'y caler. Et aussi, je crois plus fondamentalement, parce que c'est aussi un symbole d'inégalité. Et qu'en réalité, il y a globalement très peu de gens dans le monde qui prennent l'avion. On estime que seuls 18% de la population mondiale ont déjà volé une fois dans leur vie, et qu'en fait, l'essentiel des émissions de l'aviation sont produites par un petit nombre de gens qui prennent très souvent l'avion. Donc je donne juste quelques chiffres pour qu'on maîtrise bien ce rapport d'inégalité. Aux États-Unis, 66% des vols, donc 2/3 des vols aux États-Unis, sont pris par 12% de la population. En France, la moitié des vols sont pris par 2% de la population, et c'est encore plus inéquitable en Inde, où 45% des vols sont pris par 1% seulement de la population. Et donc, en fait, 1% de la population mondiale au total représente la moitié des émissions du secteur aéronautique. Et donc, je crois que l'avion, effectivement, fait un peu parfois figure de coupable idéal, non seulement en raison de ses émissions, même si on peut regarder dans l'absolu, les émissions du secteur de l'aviation, c'est autour de 2,5-3% du total mondial, mais surtout en raison de cette inégalité qui fait qu'un très petit nombre de passagers est responsable d'une grande partie des émissions du secteur. Et aussi, c'est les personnes les plus aisées qui peuvent aujourd'hui prendre l'avion. Ça reste quand même accessible. Ça reste aujourd'hui, effectivement, un moyen de déplacement qui est réservé aux populations les plus aisées. Et ce qui pose à la fois la question de l'articulation entre une question climatique et une question sociale. On peut se dire que, vu les bénéfices de l'aviation, il est souhaitable que le plus grand nombre de personnes possible puissent profiter de ces bénéfices, que ce soit pour du tourisme, des échanges, des études. Mais en même temps, on sait que la croissance du secteur telle qu'elle était avant Covid n'était pas soutenable d'un point de vue climatique. Et donc toute la difficulté, ça va être d'équilibrer ces deux positions. Et aujourd'hui, on en est où dans les alternatives décarbonées? Donc on en parle beaucoup. Est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce qu'il faut
arrêter de prendre l'avion pour des petites distances, des moyennes distances? Il faut repenser nos mobilités? Je pense qu'il y a effectivement certains types de déplacements qui doivent être repensés. Je pense d'abord qu'il faut absolument avoir une meilleure complémentarité entre les transports en avion et les transports en train. Et aujourd'hui, si je prends le cas de la France, on est dans une sorte de logique concurrentielle entre Air France et la SNCF qui parfois n'a aucun sens. Et je dis souvent que moi, si j'étais ministre des Transports, je ferais fusionner Air France et la SNCF. Parce qu'aujourd'hui, on a toute une série de vols court courrier qui sont assurés par Air France et qui ont essentiellement pour but d'amener les passagers à Charles de Gaulle. Et c'est des vols court courrier qui sont déficitaires dans les comptes de la compagnie. Alors qu'il est possible, en mettant en place l'infrastructure ferroviaire et les partenariats utiles, de faire réaliser un très grand nombre de ces trajets en TGV. Si vous prenez le trajet entre Bruxelles et Paris, pour amener les passagers belges à Charles de Gaulle, Air France opère un train au départ de la gare de Bruxelles-Midi. Les passagers y arrivent avec leurs bagages, s'enregistrent à la gare comme s'ils étaient à l'aéroport. Les bagages sont mis dans le train, sont acheminés ensuite jusque dans l'avion. Dans le sens inverse, Brussels Airlines opère toujours un vol qui n'a aucun sens entre Paris et Bruxelles. Et le but de ce vol, c'est uniquement d'amener les passagers français sur le réseau africain de Brussels Airlines. Pourquoi est-ce que Brussels Airlines ne met pas un TGV entre Paris et l'aéroport de Bruxelles-Zaventem? Parce que cet aéroport n'est pas équipé d'une gare TGV. Donc vous ne pouvez pas faire entrer des TGV dans la gare. Et donc si on met en place un véritable système de partenariat entre des TGV et des avions pour réduire le nombre de vols court courrier en Europe, il y aurait moyen à la fois que les compagnies économisent de l'argent, parce qu'elles perdent de l'argent aujourd'hui sur les courts courriers, qu'elles réduisent considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre, et c'est aussi beaucoup plus pratique pour les passagers qui ne doivent pas aller jusqu'à l'aéroport pour s'enregistrer et pour mettre leurs bagages dans le train. Et puis, je pense qu'il y a aussi dans la manière dont nous allons nous déplacer une vraie réflexion à avoir sur la question de l'utilité sociale de nos émissions. Aujourd'hui, on est un peu dans une sorte de comptabilité froide où on regarde, voilà, tel geste, tel vol, c'est X kilos, X tonnes de CO2. Mais la question qu'il faut se poser, je crois, c'est pourquoi faire? 2 passagers sur un Paris-New York vont avoir la même empreinte carbone. Ils seront dans le même vol, ils seront assis côte à côte sur la même rangée. Imaginons que l'un parte pour aller étudier 1 an aux États-Unis et que l'autre parte pour un week-end de shopping à New York sur la 5e avenue. On peut raisonnablement se dire que l'utilité sociale des émissions de l'un est supérieure à l'utilité sociale des émissions de l'autre. Pourtant, en pure comptabilité, vous allez vous retrouver avec le même total d'émissions. Et ça, je crois qu'il faut vraiment avoir une réflexion au-delà de la comptabilité un peu bête et méchante, sur vraiment une réflexion, comment est-ce que nos émissions sont justifiées par rapport à leur utilité. Mais la question, au fond, c'est qu'aujourd'hui, si on veut vraiment respecter les accords internationaux, on doit diviser par 4, les Français doivent diviser par 4 leurs émissions annuelles. Quand on voit ce que représente un vol long courrier, c'est énorme, en fait. Alors, il va falloir aussi que l'industrie aéronautique, très clairement, fasse des efforts dès maintenant pour décarboner le secteur. C'est-à-dire qu'il y a évidemment toute une série d'innovations technologiques, l'avion hydrogène, l'avion électrique, on va en parler, mais il y a des choses à faire dès maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le loisir aujourd'hui d'attendre forcément l'innovation technologique pour, en quelque sorte, décarboner le secteur. Il y a déjà des choses à faire dès maintenant en termes de design des aéroports. C'est que la consommation des avions, quand ils doivent rouler sur la piste pour rejoindre le terminal, est énorme. Et donc, sur la manière dont on va concevoir architecturalement les aéroports, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire aussi sur la réduction du nombre d'escales. C'est essentiellement au décollage et à l'atterrissage que l'avion va brûler du carburant. Ça veut dire que toute une série de vols avec escale est dans le planning des horaires, dans le planning des trajectoires. Et il y a énormément de choses à faire qui, parfois, peuvent faire une différence assez significative. Et puis, bien sûr, il y aura les innovations technologiques sur lesquelles il faut compter. Et donc, je crois vraiment qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de tout. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de davantage de partenariats avec
les sociétés de transport ferroviaire. On va avoir besoin de repenser certains déplacements en avion. Est-ce que tous les déplacements en avion sont nécessaires et quelle est l'utilité sociale de ces déplacements? Et on va avoir besoin d'innovations technologiques dès maintenant. On ne peut pas juste se permettre d'attendre l'avion à hydrogène ou l'avion électrique. Il faut faire ça dès maintenant. Alors, Jules, qui est étudiant à l'ENAC, la jeunesse est très mobilisée sur ces questions, donc sur l'avion, un peu l'avion bashing. Et vous, voilà, vous serez normalement diplômé en juin. Vous vous sentez... Comment on s'engage aujourd'hui dans des études d'aviation ? Aujourd'hui, depuis très longtemps d'ailleurs, l'aviation, l'ENAC est une école où on y rentre par passion. Beaucoup de mes camarades de promotion sont à l'ENAC parce que ils aiment les avions depuis tout petit. Moi, c'est mon cas, que ce soit par exemple au quotidien, j'aime beaucoup regarder les avions qui volent à côté de chez moi sur les applications qui le permettent. Mais donc on s'engage en arrivant à l'ENAC, on y arrive par passion. Et ensuite, lorsqu'on y est, on se rend compte des défis technologiques et du challenge de notre génération. Et à l'ENAC, on est beaucoup sensibilisé là-dessus, sur la décarbonation. On a là cette année à l'ENAC la rentrée climat qui a été mise en place par l'école avec pour but de sensibiliser toutes les formations, que ce soit les pilotes, les contrôleurs ou les ingénieurs, autour de mêmes activités sur le climat et des leviers de décarbonation pour le secteur. François Gémen, vous avez une question peut-être à poser à Jules, la nouvelle génération qui réfléchit à l'avenir de l'aviation? Oui, je pense vraiment, et je pense que les étudiants comme Jules, des écoles de l'ENAC et d'autres écoles d'aéronautique en France, sont de plus en plus conscients de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie conscience du secteur aéronautique qu'il faut se transformer et qu'on ne va plus pouvoir continuer, en quelque sorte, à voler comme avant, ni de la même manière, ni avec les mêmes avions. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être, alors que j'imagine que le changement climatique est largement perçu comme une contrainte, c'est peut-être ça qui va pousser aussi à l'innovation, à repenser des choses un peu toutes bêtes, la question du design des aéroports. Voilà, je trouve que c'est une vraie question sur laquelle il faut se pencher. La question des escales et des lignes, c'est une autre question. Et j'aimerais... Et j'espère, et je pense que c'est quelque chose que je sens un peu dans le secteur aéronautique, qu'on se saisisse du changement climatique, qui est vrai, est une contrainte qui s'impose à tout et à tous les secteurs de l'économie, comme une sorte de manière d'innover et de repenser certains modes. Parce que je demandais qu'on passe l'image des vols pour Doha, si on peut en régie, parce qu'on a aujourd'hui toute une série, voilà, ça c'est le tableau d'affichage de l'aéroport de Dubaï ces jours-ci. Vous avez toutes les 10 minutes voilà, un vol vers Doha. Doha, c'est là où il y a la Coupe du Monde. C'est là où il y a la Coupe du Monde pour le moment. Ils ont construit les stades, mais pas suffisamment d'hôtels, et donc tous les supporters. C'est très clair qu'il faut se rendre compte que ça, c'est plus possible. Et que si ce genre de truc se multiplie, effectivement, aux yeux du public, l'avion va devenir le coupable idéal, et vous allez avoir de plus en plus d'actions qui vont essayer de perturber la navigation aérienne. Et donc, c'est aussi, je veux dire, quelque chose dont le secteur aérien doit vraiment être conscient, c'est que des trucs comme ça, c'est plus possible aujourd'hui. Mais ça, je crois qu'en tout cas, en France et à Toulouse, il y a une vraie réflexion là-dessus. Si on est encore, on en parlait avant, l'interview d'Augustin de Romanet dans Les Échos, qui, manifestement, où on a bien conscience de cet enjeu. Oui, Augustin de Romanet qui a dit que la décarbonation passerait avant la hausse des volumes, donc il reconnaît une forme de décroissance, il assume une forme de décroissance. De la même manière que l'aéroport de Schiphol à Amsterdam aujourd'hui réduit volontairement le nombre de ses vols de manière à réduire sa croissance parce qu'ils se rendront bien compte que ce n'est pas non plus soutenable, y compris pour le secteur lui-même à l'avenir. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez justement de toutes ces campagnes de dénonciation? Donc il y a eu des campagnes très fortes de dénonciation, donc là des jets privés contre les milliardaires, où on est souvent de plus en plus un peu pris à partie quand on a toujours parfois un petit peu honte de dire qu'on a pris l'avion. Est-ce que ça fait avancer ou Moi, mon opinion sur cela, c'est que tout ce qui va participer de la stigmatisation des comportements individuels risque de diviser la société en camps retranchés et au final de nous condamner à l'immobilisme. On ne sait rien
des raisons pour lesquelles les gens prennent l'avion. Il y a des gens qui ont besoin de prendre l'avion pour des raisons professionnelles, d'autres qui ont besoin de prendre l'avion pour des raisons familiales. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le Pacifique Sud et j'étais toujours frappé, quand je prenais l'avion pour le Pacifique Sud, d'enfants qui prenaient l'avion tout seuls parce que c'était des enfants de couples divorcés dont le papa ou la maman était en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie et l'autre parent en métropole. Mais ça veut dire qu'on ne sait rien des raisons qui font que les gens sont amenés à prendre l'avion. Et que, très clairement, si on commence à stigmatiser les gens pour leur comportement individuel, vous allez toujours trouver quelqu'un qui soit plus pur que vous et vous allez découvrir que celui qui vous a blâmé d'avoir pris l'avion, en fait, est la même personne que celle qui vient d'acheter un SUV ou qui vient d'acheter un chien. Jules, justement, sur cette question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce sentiment coupable Comment on gère ça Nous, à l'ENAC, on sait que, et en tout cas les dernières générations, il y a eu 3 défis sur les 3 dernières générations. Le premier défi, il y a longtemps, c'était d'augmenter le volume de l'aviation, augmenter le nombre de vols. Après, ça a été la sécurité. Et aujourd'hui, notre défi, c'est de réduire les émissions du secteur. À l'ENAC aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, on est aussi beaucoup investi. Et l'an dernier a eu lieu un hackathon. Donc pour ceux peut-être qui ne savent pas, c'est un week-end de réflexion sur le thème de l'aviation verte qui a été organisé à l'ENAC. On avait des groupes d'étudiants de plusieurs écoles toulousaines, donc il y avait des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Et dans les idées qui sont sorties, par exemple, on pourrait citer des sièges amovibles dans les avions pour enlever les sièges des passagers qui ne se seraient pas présentés à l'embarquement, ou un système de labellisation des aéroports, ou encore, parce que le moment entre le terminal et la piste de décollage, qui est nommé le taxi, est une étape assez polluante aussi du vol, faire un système électrique de pushback des avions pour que les avions puissent être emmenés sur la piste de décollage le plus proprement possible. Et François Gémen, est-ce qu'on a le temps d'attendre, face à l'urgence climatique, est-ce qu'on a le temps d'attendre que l'avion à hydrogène sorte des... Très clairement pas. C'est-à-dire, je souhaite évidemment que l'avion à hydrogène arrive le plus vite possible, mais on a aujourd'hui déjà énormément de retard sur l'action qu'on aurait dû engager, et donc on n'a absolument pas le temps de miser uniquement sur le progrès technologique. Et bien entendu, il faut l'encourager autant que possible, et quand il arrivera, ça sera tant mieux, mais le problème, c'est qu'il risque, d'une part, d'arriver trop tard, et qu'on ne peut pas miser exclusivement sur quelque chose qui n'existe pas encore vraiment. Et donc, il y a un enjeu à développer aussi toute une série d'alternatives. Je voudrais qu'on montre la carte des aéroports les plus fréquentés en 2021. Voilà, vous avez ici les 10 aéroports les plus fréquentés du monde en 2021 en termes de volume par passager. Ce qui est très frappant, c'est de réaliser que sur ces 10 aéroports, vous avez 8 aéroports américains. C'est-à-dire qu'il y a un poids de l'aviation, et notamment de l'aviation domestique aux États-Unis, qui est considérable et qui s'explique très largement par la quasi-inexistence d'un réseau ferroviaire aux États-Unis et d'un réseau ferroviaire à grande vitesse. Alors que vous avez la possibilité, évidemment, de faire une ligne à grande vitesse extrêmement rentable sur la côte est de Boston à Philadelphie et sur la côte ouest de San Francisco à San Diego. Et très souvent, ce sont les compagnies aériennes qui vont essayer de bloquer ces projets parce qu'elles savent bien que ça représenterait un manque à gagner considérable pour elles. Et donc, c'est là où il faut faire des investissements dès maintenant dans les infrastructures et cesser cette concurrence assez idiote entre compagnies aériennes et ferroviaires. Il faut qu'elles deviennent des compagnies de transport. Il y a un sujet qui revient beaucoup, alors l'ingénieur Jean Covici en parle, la question des quotas. Est-ce qu'il faut instaurer des quotas, par exemple, qu'on ait chaque année, on ait le droit de prendre l'avion 4 fois, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça atroce. Ouais. C'est-à-dire que ça me paraît être une mesure absolument autoritaire qui méconnaît complètement les situations des gens. Vous avez des gens qui se fichent complètement de prendre l'avion. Vous avez des gens qui veulent juste aller une fois par an en vacances et qui veulent une plage et du soleil et qui se fichent complètement de l'endroit où la plage est située. Et même quand les tours opérateurs les envoient à l'étranger, à Saint-Domingue, ils veulent un hôtel où le personnel parle français.
Mais là, ça rejoint ce que vous disiez sur l'utilité sociale. Tout à fait, ça rejoint sur l'utilité sociale. Et à l'inverse, vous avez des gens qui sont amenés à prendre plus souvent l'avion. Le cas de ces enfants de parents divorcés dont l'un habite outre-mer et l'autre en métropole. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne pourraient plus voir leurs parents qu'une fois ou deux par an? Ou alors qu'ils devraient acheter des quotas à des gens comme mes parents qui ne prennent quasiment jamais l'avion? Cette solution des quotas individuels sous un aspect égalitaire me paraît très autoritaire parce qu'elle ne tient pas compte du tout des réalités et des contraintes de chacun et que, par ailleurs, cette solution des quotas ne pourrait évidemment s'envisager qu'au niveau mondial. Je veux dire ici quelque chose de très clair. On estime que l'empreinte carbone idéale pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris par personne sur Terre, c'est environ 2 tonnes. Un bébé qui va naître à Toulouse aujourd'hui, il aura une empreinte carbone d'1,8 tonne. Parce qu'il va naître dans un hôpital, que l'hôpital sera chauffé et éclairé, parce qu'il va être protégé par la police, par l'armée, parce qu'il aura droit à un système de sécurité sociale, à l'éducation, etc. Avant d'avoir posé le moindre geste sur Terre, cet enfant, ce bébé, sera déjà quasiment à son empreinte carbone. Est-ce qu'on va lui faire porter la responsabilité de cette empreinte carbone? Cet enfant va recevoir ses premiers nounours et ses premiers vêtements, et paf, il sera à 2 tonnes. Et donc, il faut, je crois, dans cette logique de quotas individualisés, tenir compte des réalités qui sont très, très différentes et des contraintes qui peuvent être très, très différentes. Et donc, je me méfie énormément de toute solution qui serait autoritaire, précisément parce que des solutions autoritaires ne seront pas acceptées par les gens dans le long terme et donc seront inefficaces. Le risque étant que tout ça soit de plus en plus subi. Mais voilà. Le risque étant que tout ça soit de plus en plus subi. Si ce n'est pas choisi, ça sera subi. N'ayez pas peur, Mathilde, vous savez que quand je viens, c'est la fin. Je sais, le coup près tombe. Merci, on vous applaudit. Merci, on applaudit nos deux invités, François Gémen. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Jules. Alors voilà, juste avant de passer à notre prochaine session, je laisse la parole à la jeunesse. Voici 3 étudiants de l'ENAC qui ont un petit message à nous délivrer. Tanguy Baudouin, Lavry Mametovic et Tess Masson. Qui c'est qui parle? C'est moi en premier. Alors, bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier Le Point pour son invitation, à Étienne Jarnel aussi et Sophie Gournay qui nous permettent de parler de cet événement aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si le concept de hackathon est clair pour tout le monde. Alors, sachez que c'est une épreuve de réflexion autour duquel les participants doivent répondre à une problématique. Alors, dans notre cas, dans le cas de Flying Pulse, qui est l'association entrepreneuriale de l'ENAC, le but, c'est que ces participants soient des étudiants toulousains qui réfléchissent en groupe, et j'insiste sur l'importance du terme « en groupe », qui travaillent en groupe pour proposer des solutions à la fois innovantes et concrètes sur le thème de l'aviation verte. Alors, Tess, Lavdream et moi, on est tous les 3 des élèves ingénieurs à l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse, comme Jules, et on fait partie d'une nouvelle génération qui a à cœur de mettre la question environnementale au cœur de ses préoccupations. Alors, on le sait, souvent et malheureusement, l'aviation, pour faire écho à la conférence précédente, est le coupable idéal du réchauffement climatique. Et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, à notre échelle, en tant qu'étudiants, avant même d'être dans le monde professionnel, d'aider à opérer ce changement, un changement vers une aviation plus verte, un changement vers une aviation plus durable. Et c'est pour cela que nous avons décidé de réitérer le hackathon avec cette 2e édition qui réunira 100 étudiants issus de 10 grandes écoles toulousaines, les 10, 11 et 12 février 2023. Nous profitons donc de ce moment pour inviter tous ces participants à nous rejoindre et réfléchir sur ce thème important qu'est l'aviation verte et de penser ensemble l'aviation de demain. Donc pour information, l'année dernière, c'était 44 participants qui se sont réunis afin de réfléchir sur ce thème. Et je vais vous donner quelques propositions issues du dernier hackathon. Nous avions par exemple un système de tractage des avions grâce à un système de câbles installé sous l'aéroport, le but étant de réduire la quantité de carburant lors de la phase de roulage. Ou encore le fait de démonter des sièges de passagers vides afin d'alléger la masse de l'avion et donc de réduire sa consommation. Donc on voit bien qu'on a autant d'idées que de profils différents au sein du dernier hackathon et qui en fait d'ailleurs son charme. Donc cette année, pour débuter le hackathon 2023, nous allons d'abord accueillir les étudiants le vendredi soir au cours d'une soirée durant laquelle ils pourront d'abord discuter et apprendre à se connaître. Ensuite, on va constituer une 20aine de groupes
Et ils pourront travailler sur leur sujet toute la journée du samedi jusqu'au dimanche matin, à l'aide d'une base de données qui leur aura été fournie. La phase des poules commencera donc le dimanche en début d'après-midi, durant laquelle tous les groupes passeront devant un jury d'experts. Et à la fin de cette première phase, en fin d'après-midi, les 5 groupes ayant les meilleures propositions repasseront devant l'ensemble des jurys pour reproposer de ce qu'ils ont fait l'après-midi. À la fin de la finale, ils pourront ensuite discuter avec tous les professionnels présents. C'est pour cette raison que nous invitons les entreprises à nous rejoindre pour participer à cet événement, car nous avons besoin de votre expérience et de votre expertise en tant que start-up ou en tant que grand groupe pour aider les étudiants à construire l'aviation de demain. Juste pour conclure rapidement cette prise de parole, je voulais vous faire part d'une citation qui m'a marqué personnellement, qui est une citation d'Olivier Chansou, qui est le directeur de l'ENAC, qui nous a dit à notre entrée de promo, le défi de notre génération, c'était d'intensifier et de rendre le transport aérien plus sûr. Le vôtre, ça sera de le rendre plus vert. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci jeunes gens, merci beaucoup. On vous retrouve dans une poignée de minutes pour la session suivante. Toujours sur cette thématique de la mobilité, on va se poser la question, mais jusqu'où ira le train? À tout de suite.